ce soir, alors que la contestation anti-mesures sanitaires continue de prendre de l'ampleur au pays. Un débat sur la gestion de crise du gouvernement Trudeau avec notre panel de députés. Le Bloc québécois en croisade pour protéger le poids politique du Québec à la Chambre des communes. Le chef, Yves-François Blanchet, est avec nous. Pierre Poilievre est-il l'homme de la situation pour diriger le Parti conservateur? Marc-André Leclerc, ancien directeur de cabinet du chef Andrew Scheer, répond à nos questions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le mouvement de contestation des mesures sanitaires continue de prendre de l'ampleur au pays. Les opposants à la vaccination obligatoire manifestent pour une 3e journée de suite près du pont qui relie Windsor à Détroit, un des liens transfrontaliers les plus achalandés en Amérique du Nord. À Ottawa, des camionneurs paralysent toujours le centre-ville, et ce depuis près de 2 semaines maintenant, même si les klaxons se sont tus à la suite d'une injonction émise plus tôt cette semaine. À la Chambre des communes, cet après-midi, les conservateurs sont revenus à la charge pour critiquer la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. Monsieur le Président, hier, j'ai demandé au premier ministre une question simple. L'actuel député de Louis Hébert et ex-président du Caucus libéral du Québec a clairement exprimé la motivation profonde du gouvernement libéral dans son approche face à la pandémie. Il a dit qu'à l'aube de la dernière élection, je le cite encore, d'une approche positive et rassembleuse, une décision a été prise d'adopter une approche qui divise et qui stigmatise. Le député de Marc-Aurèle Fortin est aussi de cet avis. Est-ce que c'est le premier ministre qui a pris cette décision de diviser et de stigmatiser la population pour son propre intérêt? Le très honorable premier ministre. Au contraire, Monsieur le Président, dans les dernières élections, nous avions été là pour rassembler les Canadiens autour de mandats de vaccination et on a vu les Canadiens voter en faveur d'un gouvernement qui allait mettre la science d'abord, rejeter les partis conservateurs qui ne pouvaient même pas assurer la vaccination de ses propres députés. Et maintenant, on est dans un moment difficile avec des barricades à nos frontières dans notre ville d'Ottawa et le Parti conservateur n'ose même pas condamner ces blocages, condamner l'impact sur les citoyens à travers le pays qui perdent leur job, qui ont de la difficulté à avoir leur nourriture. Et je poursuis sur la gestion de cette crise avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandayan. Pour les conservateurs, Pierre Paulus. Pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. Rachel Bandayan, je vais commencer avec vous. Parce que votre collègue libéral, Joël Lightbaum, a donc reproché au gouvernement, à votre gouvernement, de créer de la division au sujet de la vaccination obligatoire. Il y a un autre député libéral, M. Robillard, qui l'a appuyé aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques de vos 2 collègues à cet égard? Écoutez, notre whip en chef a parlé avec Joël Lightbound. Joël a exprimé sa pleine confiance dans le gouvernement. Il reste membre de notre caucus libéral et il reste une voix forte. Et je crois fondamentalement que dans notre démocratie, dans notre parti, les députés ont le droit de s'exprimer. Par contre, on n'a pas le droit de paralyser nos rues, nos frontières, notre économie. Et j'aimerais quand même dire que ce sont des milliers et des milliers de travailleurs qui ne peuvent pas travailler à cause de cette occupation. Juste par exemple, le centre Rideau est fermé depuis 12 jours. C'est des milliers d'emplois, des centaines de magasins, des dizaines de millions d'activités économiques. Est-ce que votre gouvernement en fait assez pour régler la crise? Oui, on répond présent depuis le début. On sait qu'il s'agit de la juridiction de la Ville d'Ottawa, mais au niveau fédéral, nous sommes là. À la demande de la Ville, nous avons envoyé presque 300 membres de la GRC. Ils sont sur le terrain à Ottawa en ce moment et on est prêt à répondre à toute autre demande de la Ville. Mais écoutez, ces manifestants-là disent être venus à Ottawa pour demander la levée des restrictions et en ce moment, ils empêchent les petites entreprises de réouvrir alors que les restrictions provinciales ont été levées. Ils disent être venus à Ottawa pour réclamer la liberté et depuis 13 jours, ils portent atteinte à la liberté des résidents d'Ottawa. Du côté, oui. Je dois aller du côté des conservateurs. Pierre Paulus, vous dites que votre parti, évidemment, c'est le parti de la loi et de l'ordre. Mais en même temps, vous êtes un des rares députés, vous, Pierre Paulus, à avoir condamné ces manifestations. Il y a même de vos députés qui appuient, comme on le sait, ouvertement les manifestants. Et là, la situation, on l'a vu, prend de l'ampleur. C'est rendu qu'on bloque des ponts. Est-ce que le Parti conservateur a une position officielle sur ces blocus? Parce qu'on se pose la question, vous logez où?
chez les conservateurs? Bon, premièrement, c'est clair, hier, on a compris avec M. Lightbound que si on est rendu une situation comme on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une gestion de la pandémie qui a été totalement politisée par Justin Trudeau. Ça, c'est assez clair. Je pense que M. Robillard, aujourd'hui, l'appuie là-dedans. Au niveau de ce qui se passe actuellement à Ottawa, la demande principale des camionneurs au début, elle était justifiée. On essaie de comprendre pourquoi un camionneur non vacciné a pu travailler pendant 2 ans. Et là, le 15 janvier, c'est terminé, tu n'as plus le droit. Alors que les infirmières, 9 000 infirmières au système de santé du Québec, par exemple, peuvent continuer même si sont non vaccinés. Donc, ça, c'est une demande qui était légitime. Pour le reste, c'est sûr et certain qu'il y a eu une perte de contrôle de la situation. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'occupation d'Ottawa comme ça se passe actuellement. Je l'ai dénoncé vendredi dernier. Mais la demande initiale, j'étais d'accord, comme mes collègues, et c'est là-dessus qu'on était prêt à appuyer les demandes des camionneurs. On ne pouvait pas comprendre pourquoi il n'y avait pas une forme d'accommodement. Et on l'a compris avec la sortie de M. Lightbound. On a très bien vu que M. Trudeau fait vraiment de la politique avec l'enjeu de la pandémie. C'est pas tous les députés conservateurs qui ont la même position quand même sur ces blocus. Est-ce que ça ne démontre pas quand même les dissensions actuellement au sein du parti? J'ai plusieurs de mes collègues qui sont d'accord avec moi et actuellement, notre position est claire. On demande que les camionneurs puissent partir et surtout que M. Trudeau prenne ses responsabilités. Il n'a jamais voulu parler avec le regroupement, n'a jamais voulu aborder la question et a préféré laisser la situation s'envenimer, faire en sorte que là, après ça, d'accuser les conservateurs de vouloir mettre de l'huile sur le feu, alors que ce n'est pas le cas du tout. Nous, c'était des revendications légitimes à la base. Je vais aller à Alexandre Boulris au NPD parce qu'on parle des solutions. Vous dénoncez, vous, ces manifestations-là depuis le début. Vous dites que Justin Trudeau ne devrait pas entamer de dialogue avec les manifestants, contrairement à ce que vient de dire M. Paulus. Ça fait 2 semaines que ça dure. Est-ce qu'après tout, ces 2 semaines-là, c'est quoi la solution? Ça passe par quoi, la solution pour le NPD? Bien, d'abord, je voudrais dire à mon collègue Paulus que je pense que c'est pas très clair la position du conservateur. Lui a demandé aux manifestants de dégager, mais sa chef a été portée de la pizza puis du café à des gens qui bloquent la rue Wellington puis qui demandent un renversement du gouvernement. C'est un mouvement antidémocratique infiltré par l'extrême droite. Je pense que les libéraux ont leur part de responsabilité. Ça a pris 12 jours avant que Justin Trudeau appelle le maire de la ville d'Ottawa. On entend Mme Bendayan qui nous dit c'est d'abord la responsabilité de la ville. On va être là si jamais ils veulent avoir de l'aide, mais c'est le Parlement canadien qui est bloqué, c'est le gouvernement libéral qui est pointé du doigt, c'est M. Trudeau lui-même. Alors, on a laissé pourrir la situation. Là, en ce moment, ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir des actions qui sont claires pour que les manifestants comprennent qu'ils doivent s'en aller parce que les citoyens de la ville ici se sont pris en otage, se sont fait voler leur ville, se font cracher dessus, insulter, les commerces en arrachent. Il faut donner à la ville d'Ottawa puis aux policiers d'Ottawa les moyens d'être capable de continuer à faire son travail. Malheureusement, les libéraux se sont traînés les pieds, puis on est fait face à une situation qui est à peu près impossible. Puis nous, au NPD, on veut aussi faire la lumière sur le financement qui vient de la droite puis de l'extrême droite américaine pour soutenir ces supposément manifestants-là. C'est pour ça qu'on va agir au Comité de la sécurité publique et au Comité des affaires étrangères. Jean-Denis Garon, au Bloc québécois, vous aussi, vous reprochez au gouvernement Trudeau de ne rien faire pour résoudre cette crise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Qu'est-ce que vous feriez de plus au Bloc québécois pour régler le problème? On le propose depuis longtemps. Regardez ce qu'on voit dans les rues d'Ottawa, là, Mme Bégin, c'est le produit d'un gouvernement sans premier ministre puis sans leader. Un siège vacant ferait pas mieux. Nous, là, depuis le début de la crise, on demande à ce qu'il y ait une cellule de crise. Qu'on mette ensemble le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario, la police d'Ottawa. Et là, on nous disait, regardez, c'est les compétences de la ville d'Ottawa, etc., quand maintenant, il y a une cellule de crise en place. Mais la cellule de crise n'est même pas capable d'attirer le gouvernement de l'Ontario, Mme Bégin. Quand on a du leadership, là, au gouvernement du Canada, c'est supposé attirer des gens. Les autres leaders sont supposés vouloir suivre. C'est pas ce qui arrive. Et nous, Mme Bégin, là, on le dit, on le comprend qu'une fatigue collective. On le sait que les gens sont tannés. Ça prend d'abord de la prévisibilité. Il faudra qu'il y ait un plan qui soit développé et présenté aux Canadiens, un plan clair et transparent. Mais d'ici là, il faut d'abord financer la santé correctement. On est en train de protéger nos systèmes de santé sous-financés. Je vais parler des transferts de la santé avec votre chef tout à l'heure. Mais il faut aussi communiquer. Il faut communiquer aux Canadiens et aux Québécois, communiquer la nature des mesures sanitaires, pourquoi on le fait. Il y a des gens là-dedans qui ont besoin qu'on leur parle et on a un premier ministre et un gouvernement absent. C'est absolument inadmissible. Je veux justement revenir avec vous, tous les 4, sur la sortie de Joel Lightbound hier, sur le fait que la vaccination obligatoire, c'est divisif.
Il propose lui aussi, il demande aussi un plan plus clair. La question que je vous poserais maintenant, en attendant que ça se règle, est-ce qu'à ce stade-ci de la pandémie, alors que les Canadiens sont vaccinés à 90 % est-ce que Ottawa devrait laisser tomber la vaccination obligatoire des fonctionnaires, des voyageurs et des camionneurs qui bloquent les rues d'Ottawa et les ponts? Est-ce qu'on en est rendu là? Rachel Badayan, assez rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, premièrement, quand ça fait l'affaire du bloc, les juridictions, c'est pas très important, je vois ça. Écoutez, tout le monde est frustré par la pandémie. On veut tous lever les restrictions le plus rapidement possible, y compris moi. Vous avez soulevé quelques mesures fédérales, en gros l'obligation vaccinale pour voyager, pour monter dans un train ou l'avion. Ouais. Ces mesures sont constamment en train d'être réévaluées et revues en fonction de la situation sanitaire et de la capacité de notre système de santé. Mais il faut aussi se rappeler que d'autres pays ont des règles très similaires. Les États-Unis, par exemple, imposent également la vaccination obligatoire pour entrer sur leur territoire. Et oui, tout le monde est frustré, mais je répète, bien qu'on soit frustré, on n'a pas le droit de paralyser nos rues. On n'a pas le droit de... Il faut aller plus vite. Pierre Paulus, je m'excuse, je vous coupe, mais il faut aller plus vite. Pierre Paulus, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, actuellement, nous, ce qu'on demande, là, puis ça fait 2 ans qu'on le fait, puis là, avec la sortie de M. Lightbound, c'était clair, là, on veut dépolitiser l'enjeu, avoir un plan clair, avoir une date de sortie pour enlever les restrictions sanitaires au niveau fédéral. Chaque province fait leur travail. Le Québec a fait un plan de match très clair, les autres provinces aussi. Là, maintenant, au niveau fédéral, on doit avoir vraiment une clarification de tout ça, ce qui n'a pas lieu, puisqu'on n'a jamais eu depuis 2 ans. Jean-Denis Garon, en quelques secondes. D'abord, le respect des compétences, Mme Bégin, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de travailler ensemble. Et nous, on le dit, ça prend un plan. Il faut expliquer les choses aux Canadiens. On le connaît, le gouvernement Trudeau. On connaît M. Trudeau. C'est quelqu'un qui aime donner des ordres. C'est quelqu'un qui aime s'imposer. C'est une façon de faire qui ne fonctionne plus. Ça prend un changement d'attitude majeur au gouvernement fédéral et c'est ce qu'on aimerait voir. Alexandre Boulris, le mot de la fin en quelques secondes. Bien, M. Lightbound a un bon point en disant que le gouvernement libéral est opaque et il manque de transparence. Quand on prend des mesures aussi extrêmes que la vaccination obligatoire, bien, il faut savoir sur quoi on se base. Est-ce qu'il y a des études qui les rendent publiques? Et puis, je pense que tous mes collègues de l'opposition ont raison. Il n'y a pas de plan de match, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas d'échéancier. Alors, les gens se posent des questions, puis la frustration, bien, elle augmente. Rachel Badayan, Jean-Denis Garon, Alexandre Boulris et également Pierre Paulus, bien sûr, qui est avec nous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Plaisir. Merci. Au revoir. Plaisir. Le Bloc québécois part en croisade pour protéger le poids politique du Québec au Parlement canadien, à la Chambre des communes. Le Bloc veut forcer, en fait, les libéraux de Justin Trudeau à se prononcer sur la proposition récente d'Élections Canada de retirer un siège au Québec afin de tenir compte des changements démographiques au pays. À l'inverse, il faut mentionner que la Colombie-Britannique, l'Ontario et l'Alberta gagneraient des sièges. Alors, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est avec nous. Bonsoir, M. Blanchet. Bien, bonsoir. Bon, actuellement, le Québec compte 78 sièges à la Chambre des communes sur un total de 338, mais pourrait en perdre un d'ici 2024. Il faut préciser que c'est juste une recommandation au moment où on se parle d'Élections Canada. Mais si jamais ça arrivait, qu'est-ce que vous entendez faire au Bloc québécois pour tenter d'empêcher ça? Nous avons déposé un projet de loi qui fait en sorte de protéger, non seulement protéger le poids du Québec tel qu'il est maintenant. Je vous préciserai qu'en vertu des tout derniers chiffres de recensement et les changements proposés, si rien n'était changé dans le nombre de sièges du Québec, on serait 22,8 de la population canadienne, 22,8 du Parlement pour 23 de la population canadienne. Il n'y aurait même pas besoin d'enlever un siège au Québec, mais parce qu'il y a des provinces qui ont des nombres de sièges protégés déjà, mais pour équilibrer, il faudrait enlever un siège au Québec, ce qui ne se justifie d'aucune façon. L'autre élément qu'on met de l'avant, c'est que historiquement, ça a souvent été considéré, puis on parlait auparavant de 2 peuples fondateurs, de 2 nations fondatrices, et le 16 juin, la Chambre des communes a voté massivement en faveur d'une motion qui reconnaissait que le Québec est une nation dont la seule langue officielle est le français et dont la seule langue commune est le français. Mais si ça a un sens, nous, on dit qu'il faut protéger le poids du Québec. On établit ça comme historiquement ça avait déjà été suggéré, notamment à l'époque de Charlottetown, pour dire qu'il faut, quels que soient les changements, qu'on s'assure que
quart des sièges, 25 des sièges, est réservé aux élus québécois à la Chambre des communes. Bon, mais le Québec pourrait donc perdre un siège au Parlement canadien parce que, d'abord et avant tout, la population québécoise croît à un rythme qui est moins élevé que la moyenne nationale. Est-ce qu'on devrait plutôt augmenter les seuils d'immigration au Québec pour résoudre le problème à plus long terme? Là, on est dans un problème de représentation dans le Parlement. On n'est pas dans un problème de nombre réel de population. Comme je vous disais, en vertu des plus récents chiffres, sans enlever un siège au Québec avec les changements proposés ou les autres changements proposés, notre pourcentage de la population représenterait déjà notre pourcentage de sièges. Mais malgré ça, on veut enlever un siège au Québec à cause d'autres règles qui favorisent la Saskatchewan, le Manitoba, les Maritimes. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Mais ça ne tient même pas compte de la réalité historique. On ne peut pas prétendre que le Québec ou que la nation française est un peuple fondateur du Canada et le laisser progressivement perdre l'espace qu'il occupe au niveau politique. Qu'on soit fédéraliste ou qu'on soit souverainiste, tout le monde devrait trouver son compte dans une protection légitime du poids politique dans les institutions canadiennes. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a déposé un projet de loi. Et je ne l'amène pas pour prendre les libéraux en défaut. Je l'amène en demandant à tous les partis de le considérer de bonne foi, parce que je crois, comme la motion qu'on avait déposée au mois de juin, que c'est un geste qui est juste correct à l'endroit du Québec. Alors, on verra l'évolution de ce projet de loi aux communes, mais je veux vous entendre sur la gestion de l'occupation des camionneurs, évidemment, qui paralyse le centre-ville d'Ottawa depuis presque 2 semaines maintenant. Vous, au Bloc, vous demandez que le gouvernement fédéral en fasse plus pour dénouer cette impasse-là. Et encore vous-même, cet après-midi, vous avez interpellé le premier ministre Trudeau lors de la période de questions aux communes. Qu'est-ce que vous feriez de plus au Bloc québécois que le premier ministre Trudeau a fait jusqu'à maintenant? D'abord, il y a un travail d'information. Que les manifestants soient hostiles aux mesures sanitaires ou aux vaccins, moi, je suis en désaccord. Je suis vacciné 2 fois, je vais bientôt l'être 3 fois. C'est pas mon opinion, mais je reconnais le droit de quelqu'un d'avoir une opinion différente, de le dire et même de le manifester. Ça, c'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de stationner des camions sur la voie publique, sur la ligne Pointillé, au milieu de la rue Wellington, sur la colline parlementaire, d'être là depuis 12 ou 13 jours sans que les autorités ne fassent les gestes nécessaires pour les enlever de là. Et jusqu'à tout récemment, ils faisaient du bruit 24 heures par jour. Là, ils sont un peu plus modérés parce qu'il y a une injonction qui l'interdit, mais ce n'est pas totalement respecté non plus. Le rôle d'un gouvernement, c'est de faire appliquer les lois, c'est de préserver l'ordre public. Et sans manquer de respect aux idées de ces gens-là, il est très clair qu'avant qu'on commence une 3e fin de semaine d'occupation de la colline parlementaire, ces véhicules-là doivent être retirés. Alors, le gouvernement fédéral n'arrête pas de dire on va être là, on vous comprend, on va être là, mais il ne pose pas de gestes, il n'y a pas d'action concrète de poser, ou en tout cas, il n'en emporte pas au Parlement. Concrètement, quelles actions concrètes, quels gestes concrets pourraient être posés par le gouvernement canadien? 25 remorqueuses en avant des camions qui dit remorquage à vos frais, comme dans bien des stationnements de commerce. On va enlever les camions un par un, on va les amener à fourrière. Les propriétaires des camions devront payer les pénalités, devront payer les contraventions pour récupérer leurs véhicules. Ça va en faire réfléchir un certain nombre. Il y aurait aussi simplement pu faire, comme ça a été fait à Québec, assez rapidement, une concertation entre la Ville de Québec, le gouvernement du Québec. Le message était clair, les mesures étaient conjointes. Là, le gouvernement Trudeau et la Ville d'Ottawa sont pognés avec leurs faiblesses respectives et manifestement une relation incertaine dans la gestion de la crise, ce qui fait que les camionneurs, les manifestants en général, restent bien installés dans la rue et n'ont même pas l'impression qu'on va leur demander de partir de façon sérieuse dans un avenir prévisible. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas le gouvernement qui émet des contraventions aux camionneurs. M. Trudeau a exclu très vite le recours à l'armée canadienne, vous le savez, pour déloger les manifestants. Plusieurs jugent que c'est pourtant ce que ça va prendre en bout de ligne, parce que les policiers semblent dépassés par la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, je vous écoute. D'abord, la crise n'est pas une crise locale, c'est pas une crise de stationnement, c'est une crise politique. C'est une crise d'abord qui a été déclenchée par la décision du Parlement fédéral et des États-Unis, bonne décision d'après moi, de demander la preuve vaccinale à la frontière. La très, très grande majorité des camionneurs sont vaccinés et sont d'accord avec la mesure. C'est une minorité qui ne l'est pas. Parce que le gouvernement a mal réagi au départ, la crise s'est perpétuée et elle a dégénéré. Et la police d'Ottawa n'est pas capable seule de faire face à un défi de cette envergure-là. Le fédéral doit non seulement dire, oui, voici les 1800 agents dont vous avez besoin, quitte à les emprunter ailleurs,
sous réserve de l'enthousiasme que ça suscitera ou pas, puis dire, OK, on va vous donner l'aide nécessaire, voici les contraventions, voici les remorqueuses, on va vous enlever de là tout simplement pour faire respecter la loi et l'ordre public. Dans une crise qui est une crise nationale, déclenchée par des décisions prises par le gouvernement fédéral, il doit au moins se porter au secours de la Ville d'Ottawa. Sur les paiements de transfert en santé, maintenant, c'est votre autre cheval de bataille au Bloc. Vous avez reçu un appui de taille quand même hier avec cette sortie remarquée du libéral Joël Lightbaum qui a dit que la situation actuelle est intenable. Le premier ministre Trudeau, bon, on le sait, veut attendre la fin de la pandémie avant de régler la question des paiements de transfert. Il répète qu'il entend négocier avec les provinces et non pas avec le Bloc québécois. Pensez-vous vraiment être capable au Bloc de faire changer le premier ministre d'idée là-dessus? Je pense que sans le Bloc québécois, on ne parlerait déjà plus beaucoup des transferts en santé dans le Parlement fédéral. Donc oui, on fait déjà notre travail. L'autre élément, c'est qu'il y a un constat qui s'impose de plus en plus. Si historiquement, le système de santé du Québec et des provinces avait été adéquatement financé en vertu des obligations consenties par le fédéral lui-même, le système aurait été beaucoup plus robuste. Il y aurait eu moins de victimes, moins de pression, moins de mesures contraignantes et peut-être moins de contestations aujourd'hui. Il est clair que la responsabilité du fédéral était de financer le système. Et là, ce n'est pas qu'historique, c'est Justin Trudeau depuis 2 ans qui continue à imposer des conditions dans une juridiction qui est exclusive au Québec et aux provinces, avec un entêtement qui non seulement nuit à la santé publique, mais qui maintenant nuit à la paix publique. Oui. On aura certainement l'occasion de se reparler des paiements de transfert en santé. C'est tout le temps qu'on a. Yves-François Blanchette, je vous laisse aller, chef du Bloc québécois. Merci beaucoup. Merci. Merci, au plaisir. Retour sur la course à la direction du Parti conservateur. Maintenant, le seul candidat déclaré jusqu'à maintenant, Pierre Poilievre, continue de recueillir des appuis en attendant que d'autres candidats décident de faire le saut. Plusieurs noms circulent, on le sait, ceux de l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, et celui de l'ancien ministre Peter MacKay. J'en discute donc de cette course avec Marc-André Leclerc, qui a été chef de cabinet du chef conservateur Andrew Scheer. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Esther. Bon, d'abord, Pierre Poilievre ramasse de plus en plus d'appui chez les députés. Il y a un sondage léger qui le place favori, mais il faut le rappeler, c'est le seul candidat déclaré jusqu'à maintenant. Vous avez œuvré, Marc-André, pendant longtemps au Parti conservateur. Vous avez côtoyé Pierre Poilievre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la candidature de M. Poilievre? Ben, je pense que c'est une bonne candidature. M. Poilievre est un politicien très intelligent, très efficace. C'est certain que l'image publique, cette fois, les journalistes, les médias le trouvent un peu... quand même, c'est un personnage, des fois un petit peu cassant, un petit peu direct, mais je pense que ça va avec le personnage qui est M. Poilievre. Mais c'est un politicien qui est acharné, qui a ses idées, qui va se battre jusqu'au bout. Fait que c'est pas surprenant de voir là, qu'il y a déjà près d'une vingtaine de députés conservateurs qui ont appuyé M. Poilievre. On voit vraiment là, sa vidéo de lancement, là, proche de 4 millions de gens l'ont visionné. Donc, on voit vraiment là, que M. Poilievre est capable de rejoindre là, beaucoup d'électeurs présentement. Oui, et il a voulu vraiment partir en Lyon, on l'a senti dès le départ. On parle beaucoup, Marc-André, des dissensions au sein du Parti conservateur. Certains disent des dissensions qui sont irréconciliables. Évidemment, c'est entre la droite et les plus centristes. Est-ce que la personnalité de M. Poilievre, vous dites c'est un personnage, son style, c'est ce que le Parti conservateur a besoin en ce moment? Ben pour M. Poilievre, comme pour tous les candidats à la chefferie, c'est sûr que l'unité du parti va se présenter comme étant un enjeu numéro 1 dans la course à la chefferie, que ce soit la course de 2017, que ce soit celle de 2020. C'est sûr que l'unité du parti a toujours été très importante parce qu'on sait que le Parti conservateur est un jeune parti au début des années 2000, une coalition, l'Alliance canadienne, l'ancien Parti progressiste conservateur avec le Reform, tout ça. Donc, je pense que M. Poilievre le sait et ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte de voir M. Poilievre dans les prochaines semaines parce que c'est une chose d'être un député local dans la région d'Ottawa, Carleton plus précisément. Ça, c'est une chose parce que tu te représentes toi-même. Mais là, M. Poilievre, il y a des gens qui sont derrière lui, il y a des gens qui l'appuient. Donc, on va voir son style de leadership, son style de chef et voir un peu comment il pense qu'il est capable de garder le Parti conservateur, de garder l'harmonie ensemble. Et ça, c'est un défi qui est là pour tout le monde et également pour M. Poilievre. Oui, parce qu'il faut le dire, M. Poilievre vient plus de l'aile droite du parti. Si jamais il est élu, est-ce que des députés conservateurs du Québec qui sont plus progressistes pourraient claquer la porte du parti? Est-ce que c'est envisageable?
Bien, cette semaine, on a vu différents députés conservateurs québécois qui ont répondu à la question. Alain Reyes, par exemple, on a vu sur différentes plateformes médiatiques qui a répondu à la question, que même si M. Reyes se considère plus de l'aile progressiste économique, de la droite économique, tout ça, il se dit quand même qu'il y a eu la question directement, il a dit « je serai capable de travailler avec M. Poilievre ». Également, à surveiller, M. Poilievre aura un offre ou non pour le Québec. Et ça aussi, ça va en dire long sur comment les députés québécois vont réagir si jamais M. Poilievre est le grand vainqueur à la fin de la course. Parce que M. Poilievre va vouloir aussi avoir des appuis de députés québécois. Présentement, une vingtaine d'appuis, aucun du Québec. Ouais. Donc, c'est certain je suis sûr que M. Poilievre, présentement, est sur le téléphone, parle avec les députés québécois et leur disent qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour venir me rejoindre et voici pourquoi je pense que vous devriez m'appuyer dans cette course-là. Fait qu'il y a tout un travail. Tu sais. M. Poilievre, comme député d'Ottawa, n'avait pas beaucoup à se soucier dans le passé. Depuis, là, c'est sûr quand il était ministre, oui, mais depuis qu'il n'est plus ministre au gouvernement depuis 2015, à se soucier vraiment des enjeux du Québec parce que c'est un député de l'Ontario. Mais là, il va être le chef du parti, il va devoir adresser les enjeux du Québec et le faire rapidement. Sur les autres candidats potentiels, plusieurs noms circulent, celui de Jean Charest, Peter MacKay. Il y a aussi l'homme d'affaires Vincent Gouzeau. Qu'est-ce que vous entendez de votre côté? En ce qui concerne M. Charest est très actif sur le téléphone. Il a parlé à plusieurs députés québécois, M. Reyes, bien sûr, parce que M. Reyes le dit même publiquement dans ses entrevues cette semaine, mais il a parlé à d'autres députés du Québec. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment un intérêt sérieux de se présenter. Je pense, et bien sûr, que M. Charest et sa conjointe, Mme Dion, ont passé beaucoup de temps, sacrifié beaucoup de leur temps à la vie publique, aux affaires publiques, en étant premier ministre du Québec, mais également sa vie comme politicien fédéral avant. Donc, je pense que c'est un peu ça, la clé de la voûte, c'est savoir est-ce que, comme couple, comme famille, ils sont prêts à refaire le sacrifice. C'est ce qu'on entend présentement, qu'il y a une réflexion de famille à faire et de voir, est-ce qu'on ressort de la retraite, est-ce qu'on sort de la retraite politique pour revenir au fédéral, sachant que ce n'est pas gagné d'avance et qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Surtout, c'est une course qui est relativement rapide. Mais c'est certain qu'au Québec, il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup de membres qui logent beaucoup d'espoir dans la candidature de M. Charest. Ouais. Si M. Charest ne vient pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? On entend aussi également le nom de Tasha Keredin, la chroniqueuse, qui est parfaitement bilingue, née à Montréal. Les députés du Québec ont intérêt également pour elle. Vincent Gouzeau, l'homme d'affaires dans le domaine des cinémas. Également, lui aussi aura un groupe exploratoire présentement. Sans oublier, un peu à l'extérieur du Québec, Patrick Brown, le maire de Brampton, ancien chef du Parti progressiste conservateur de l'Ontario, qu'on me dit aussi qu'il serait sur le téléphone. Là. Donc, c'est pas mal les noms qu'on entend présentement, mais on voit qu'on n'est pas dans un scénario de 2017 où il y avait eu 13, 14, 15 candidats. Oui. Marc-André, on sait que le Parti conservateur a beaucoup changé sous Stephen Harper. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est un jeune parti. Vous avez été chef de cabinet de celui qui a succédé à M. Harper, Andrew Scheer. Est-ce que M. Harper a encore la même mise sur le parti? Est-ce qu'il va s'impliquer dans cette course-ci? Je ne crois pas que M. Harper va publiquement s'impliquer pour dire appuyer tel ou tel candidat. Ça serait très surprenant. Il ne l'a pas fait en 2017, il ne l'a pas fait en 2020. Même lorsque M. Scheer a remporté la course contre M. Bernier en 2020 à Toronto lors du congrès de la course à la direction, M. Harper n'était pas là pour vraiment laisser toute la place au gagnant, celui qui allait suivre. Mais c'est certain que M. Harper a toujours une ascendance sur le parti. Il parle encore avec les gens qui sont impliqués. Et c'est certain qu'il y a des gens ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est ceux et celles qui ont déjà travaillé, exemple, avec M. Harper dans le passé, dans son cabinet. Ces gens-là, un peu, où est-ce qu'ils vont aller s'impliquer ou qui vont aller appuyer. Donc, mais je ne m'attends pas à ce que M. Harper fasse un appui direct pour un des candidats dans cette course. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du chef Andrew Scheer. Merci beaucoup. Merci pour vos lumières. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 9 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.